Bonsoir à tous. Un peu partout en France, on a célébré le 58e anniversaire de l'armistice du 8 mai 1945. Traditionnelle cérémonie sous l'Arc de Triomphe ce matin à Paris. Une date symbolique qu'avait choisi l'armée pour mener une opération de séduction auprès du public. Alors que de nouvelles boulettes de fioul ont été repérées au nord du Finistère, le FIPOL, le Fonds d'indemnisation, annonce que les victimes de la pollution du Prestige ne toucheront pour l'instant que 15% des dommages estimés. Notre invité, Christian Priou, le maire du Croisic. L'Irak, touché par le scandale du sang contaminé français. Dans les années 80, des flacons de sang ont été livrés aux hôpitaux irakiens. Sur place, on parle de dizaines de contaminations. Attention sur les routes, le délit de grande vitesse est en vigueur depuis un mois. Pour 30 km/h en trop, vous risquez un retrait de permis. Prudence autour des piscines. À partir de janvier prochain, elles devront être entourées d'une barrière de sécurité. L'an passé, 14 enfants de moins de 6 ans sont morts noyés. Il aurait eu 100 ans aujourd'hui. Fernandel laisse le souvenir d'un comique au grand cœur. Hommage en noir et blanc dans ce journal. Ce 8 mai a pris une symbolique toute particulière dans la petite commune de Noisé, en Indre-et-Loire. René et Madeleine, deux octogénaires, ont choisi de s'unir devant Monsieur le maire, 60 ans après un premier mariage par procuration pour cause de guerre. Sébastien Leguet. Consentez-vous à prendre pour épouse Madeleine Louise Henriette Renard, ici présente? Oui. 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 Leur émotion est à la mesure du symbole. Au nom de la loi, nous vous déclarons unis par le mariage. De telles noces ne pouvaient pas avoir lieu un autre jour. Le 8 mai, anniversaire de la Libération. Il y a 60 ans, Madeleine et René s'étaient déjà mariés, mais par procuration, à distance. René était alors prisonnier en Allemagne. De très mauvais souvenirs. Lui n'en parlait jamais, c'est ça? Jamais, jamais. J'étais 9 ans, j'étais parti 9 ans, je me suis battu, j'ai été prisonnier, je ne veux plus en entendre parler. C'est terminé, je suis sur terre pour travailler, élever des enfants, point. Vieux ou jeunes époux, c'est selon. Sous la pression des enfants, ces octogénaires se sont enfin décidés à sceller leur union. On a organisé, comme eux l'ont fait pour nous, à l'époque, là on a vraiment organisé leur mariage. À l'époque, Madeleine était seule à la mairie. Il faut parfois 60 ans pour réparer les petites et les grandes injustices de la guerre. Comme le veut la tradition, Jacques Chirac a remonté ce matin les Champs-Élysées avant de passer en revue les troupes stationnées sur la place de l'Étoile à Paris. Pauline Revenat, Didier Rancoeur. L'armistice du 8 mai 45, la France l'a célébré aujourd'hui pour la 58e fois sous haute sécurité. Jacques Chirac, président de la République, en est lui à sa 9e commémoration. Comme le veut la tradition, démarrage en fanfare, place de l'Étoile pour la revue des troupes. Depuis la guerre en Irak, c'est la première grande sortie du chef de l'État dans un cadre militaire. À ses côtés, le Premier ministre et la ministre de la Défense, Michèle Alliot-Marie. Devant elle, un peu plus tard, son collègue François Fillon n'a pas oublié la galanterie. Quant au bain de foule, il suffit de suivre la méthode du président. Jean-Pierre Raffarin tente bien d'innover. Mais le maître en la matière, c'est bien Jacques Chirac. Et en prime, il prend la pose pour la photo du jour avec des collégiens. Cérémonie commémorative également à Moscou. Aujourd'hui sur la place rouge, en présence de représentants des partis politiques de la Douma et de nombreux vétérans, Vladimir Poutine a déposé une gerbe de fleurs sur le monument aux morts du soldat inconnu. L'armée a choisi cette date du 8 mai pour une opération séduction auprès du public. Pendant 3 jours, des militaires organisent une série de manifestations dans une centaine de villes. Il faut dire que depuis la fin de la conscription, il y a 2 ans, l'armée doit retisser des liens avec la société civile. Reportage à Marseille, Thierry Curté, Dominique Bonnet. Puisque les Français ne vont plus à l'armée, c'est l'armée qui vient à eux. Le 8 mai, sous le soleil à Marseille, l'objectif est forcément la plage du Prado. La Légion débarque, au milieu des baigneurs. Ça va, c'est bien, il y a du monde. Ouais, c'est pas fait pour travailler, quoi. Il y a beaucoup de monde. Non, c'est pas vrai. Ça vous fait quoi d'être là, au milieu des baigneurs? Ça fait un peu bête, quoi, mais bon, ça va. L'opération de déminage consistait surtout à éloigner les serviettes de bain pour préparer l'arrivée des blindés. Le timing est important, tout doit être terminé à 17 h avant que les Marseillais ne quittent les plages. L'arrêt de la conscription
de la professionnalisation des armées et donc il n'y a plus d'appelés sous les drapeaux. Donc ce lien entre la nation et les armées est complètement rompu. Donc il faut qu'on trouve des moyens pour que les citoyens sachent encore une fois ce que font les armées et à quoi elles servent. La démonstration est strictement militaire, mais du côté du public, on attend aussi autre chose de l'armée française. On sait qu'on a besoin d'eux, on sait qu'ils seront nécessaires dans certains cas. D'ailleurs, on fait appel à eux pour d'autres choses que la guerre, quand il y a des choses graves comme par exemple le pétrole qui s'échoue sur les plages, etc. On a besoin de cette masse disponible. C'était une première, une sorte de cours d'instruction civique à la plage. Partout en France, ces rencontres Nation Défense se prolongent encore 2 jours. Beaucoup d'émotions ce matin à Cherbourg. Il y a un an, 11 Français travaillant pour la direction des constructions navales trouvaient la mort dans un attentat à Karachi au Pakistan. Aujourd'hui, certaines familles accusent la direction de n'avoir pas pris toutes les mesures de sécurité. Karine Comazzi, Thierry Breton. Des hommes blessés pour longtemps, des femmes seules pour toujours. Un an après la disparition des 11 techniciens des chantiers navals de Cherbourg, seul le souvenir réunit famille et employeurs sur le site de l'Arsenal. Car avec le travail de deuil, sont arrivées les questions. Sandrine a perdu son père, un habitué des missions à Karachi, dans l'attentat contre le bus qui le transportait. Un acte terroriste imprévisible, mais selon elle, la DCN a sa part de responsabilité dans la tragédie. Il y avait un climat là-bas qui était dangereux. Eux, ils étaient payés pour le savoir et donc en conséquence, ils auraient dû agir pour sécuriser mieux les expatriés. Et ils ne l'ont pas fait. Cédric Bled. Avec Sandrine, 4 familles portent plainte contre la direction des chantiers navals pour faute inexcusable, un manquement que la direction ne reconnaît pas. Ce n'est pas aujourd'hui que j'entamerai un quelque débat. Et d'ailleurs, ce n'est ni aujourd'hui ni demain. Dans quelques jours, une autre équipe devrait partir au Pakistan sous haute surveillance. Parce que lui aussi croit en son métier, Gilles, blessé à Karachi, va reprendre le travail. Notre travail au sein de l'Arsenal de Cherbourg donc, est essentiellement de construire des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins qui sont des armes susceptibles de préserver la paix dans ce monde qui devient de plus en plus instable. Donc c'est avec une détermination encore plus grande que demain je reprendrai mon travail. Déterminée, Sandrine et sa famille le sont aussi. Demain, chez le juge Bruguière, chargé de lutte antiterroriste, elles poursuivront leur quête de vérité en mémoire de leur père. Loin de la récupération politique faite par le Front National, Orléans célèbre chaque année Jeanne d'Arc. En 1429, elle obligea les Anglais à lever le siège de la ville. Et aujourd'hui, c'est Bernadette Chirac qui a présidé les cérémonies. Alexandre Cara, Diane Richard. Si pour la cathédrale d'Orléans, Jeanne d'Arc, c'est déjà de l'histoire ancienne, en revanche, Bernadette Chirac, en chair et en os, c'était une première. À Orléans, le 8 mai, on fête Jeanne, une des rares occasions de voir autorités religieuses et élus de la République dans une même communion. Et bien sûr, uniforme et défilé. Tout cela sous l'œil bienveillant de la première dame de France. Une présence qui n'impressionne pas dans les rangs. Ça vous fait quoi de défiler devant Bernadette Chirac? Heureux. Ah, je ne savais pas qu'elle était là. Ça me dérange pas du tout. C'est une personne comme une autre. Rencontre entre les deux femmes du jour, Bernadette et Jeanne. Et le cheval est bien... Il est très très calme. Bien calme, bien entraîné. Bravo en tout cas. Vous avez 15 ans, je crois. Il en faut plus pour intimider la petite Jeanne. Qu'est-ce qui est le plus impressionnant? C'est d'incarner Jeanne d'Arc alors ou de voir Bernadette Chirac? D'incarner Jeanne d'Arc. Mais à n'en pas douter, aujourd'hui, la vedette, ce n'était pas la pucelle d'Orléans. Bernadette, Bernadette, Bernadette. Et comme toujours, il y a les vénards qui n'ont pas seulement entendu des voix, mais qui l'ont vue en vrai. Très bien, très gentil, très sympathique, très bien, oui, oui. Super, elle est jolie comme tout. Et puis ceux qui devront attendre la prochaine fois. On n'a pas vu Mme Chirac. Il faut nous la rappeler, Mme Chirac. Nous ne l'avons pas vue, monsieur le vérité. À son actif, 1500 perquisitions qui ont permis de découvrir des tonnes de drogue. Je ne parle pas d'un policier, mais d'un berger malinois qui appartient à la brigade des stupéfiants de Rouen. Pour cette belle carrière, Hunter a été décoré ce matin par le préfet de Seine-Maritime pour ses actes, je cite, de courage et de dévouement. Bientôt la retraite bien méritée.
La colère commence déjà à monter chez les victimes de la pollution du Prestige. Cet après-midi, le FIPOL, le fonds d'indemnisation, a annoncé à Londres qu'il ne verserait pour l'instant que 15% des dommages estimés. Il faut rappeler que le FIPOL ne dispose que de 171 millions d'euros par catastrophe, alors que les dégâts en France, en Espagne et au Portugal sont estimés à 1 milliard d'euros. Alors, problème d'arithmétique difficile à accepter quand on est concerné. Reportage en Gironde, Éric Perrin, Bernard Bonarme. Sur le bassin d'Arcachon, les ostréiculteurs ont la désagréable impression de s'être fait mener en bateau par le FIPOL. Le préjudice total pour la filière ostréicole a été évalué par des centres de gestion à 1 600 000 euros. 150 dossiers d'indemnisation ont déjà été déposés au FIPOL. Et voilà que celui-ci annonce que dans un premier temps, les victimes ne toucheront que 15% de l'estimation de leurs dommages. C'est une aumône, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. C'est vraiment une aumône. C'est pas du tout ce qu'on attendait. C'est pas du tout ce qu'on pensait que le FIPOL aurait compris ce que nous avons fait dans la protection du bassin d'Arcachon. Et nous ne laisserons pas les choses dans l'état. Les communes touchées, elles aussi, font grise mine, car elles ont dû investir en moyens humains et en machines. Et les subventions de l'État ou du Conseil régional, autrement dit des contribuables français, ne suffiront certainement pas à faire face à long terme. Le principe de pollueur-payeur, ça c'est des grands mots, mais en réalité, c'est les pollués qui sont payeurs. C'est ce qui se passe dans notre commune, c'est nous qui faisons les avances. On fait les avances avec les moyens humains, on fait les avances avec le matériel, etc. Et c'est vrai que ça coûte. Une chose est sûre, les 171 millions d'euros dont le FIPOL dispose pour indemniser les victimes ne suffiront pas. D'autant plus que cette somme forfaitaire par accident est cette fois à répartir entre l'Espagne, le Portugal et la France. Le Prestige qui n'a donc pas fini de faire parler de lui. De nouvelles boulettes de fioul ont été retrouvées hier soir sur le littoral de l'île d'Ouessant dans le Finistère. L'occasion de faire un point sur l'état de l'épave et sur les travaux de pompage prévus pour juillet prochain. Sophie Mézel, Jacques Deveau. Près de 6 mois après son naufrage, le Prestige continue d'empoisonner nos côtes. Des nappes entières, peut-être 10 à 15 000 tonnes d'hydrocarbures, pourraient encore naviguer entre deux eaux, ou même, avec la chaleur, se détacher des rochers où elles s'étaient tout d'abord échouées. Conséquence, les plages du sud-ouest, à Lacano, Lèche-Cap-Ferré ou ici au Porche, qui avaient été complètement nettoyées, voient depuis quelques jours de nouveaux arrivages de microboulettes. Les plages du Finistère aussi sont touchées, comme celle de l'île d'Ouessant ou de Ploudalmézeau. L'épave du Prestige, qui gît en 2 morceaux distincts au large des côtes de la Galice par 3600 mètres de fond, a été en grande partie colmatée grâce aux multiples plongées du sous-marin français, le Nautile. Mais ces travaux ne sont que provisoires. 1 à 2 tonnes d'hydrocarbures s'échappent toujours quotidiennement du bateau. Le Nautile va repartir prochainement sur le site de l'épave pour fournir des précisions sur l'état de la coque. Le gouvernement espagnol pourra alors choisir une solution définitive, robot pompeur pour récupérer les 35 000 tonnes contenues encore dans les cuves ou cloche hermétique. Les opérations démarreront dès ce mois de juillet et devraient coûter à l'Espagne une 20aine de millions d'euros. Christophe Priou, bonsoir. Vous êtes le maire du Croisic. Vous aviez été lourdement touché par la catastrophe de l'Erika. Est-ce qu'aujourd'hui, en tant que maire, vous craignez l'arrivée de galettes de fioul du Prestige alors qu'on s'apprête finalement à connaître le début des vacances et de la saison touristique ? Non, pas vraiment. Et c'est vrai que nous étions beaucoup plus tranquillisés depuis 2 ou 3 mois puisqu'il n'y avait pas eu d'apport au Nord-Loire, en Bretagne et Pays de la Loire. Et puis même dans le Sud-Ouest, ça avait cessé. C'est vrai que les petites boulettes qui sont apparues ces derniers jours inquiètent un peu tout le monde. Mais de toute façon, ça n'aurait rien à voir avec l'ampleur de la catastrophe de l'Erika puisque c'était d'ailleurs dit dans le reportage précédent, c'est de la micropollution comparable à un dégazage sauvage. Alors justement, vous êtes membre de la commission d'enquête parlementaire pour tirer les leçons de ces 2 dernières catastrophes écologiques. Est-ce que vous avez l'impression qu'on avance dans le bon sens concrètement ? Oui, on avance. Il y a un certain nombre de mesures qui avaient été prises dans les paquets 1 et 2 de l'Erika qui se mettent en place. Tous les États n'ont pas mis en place. La France avait un peu de retard. Ça devrait être comblé. Je pense qu'à terme, on aura une sécurité maritime un petit peu comme les États-Unis, mais ça ne réglera pas tous les problèmes puisque quand les États-Unis avaient mis en place, après l'Exxon Valdez, leur législation, les bateaux poubelles sont venus plus près des côtes européennes et demain, si nous avons la même sécurité, nous risquons de renvoyer vers notamment l'Afrique et l'Asie les bateaux de mauvaise qualité, ce qui n'est pas une solution. Donc on voit que c'est certainement un combat international qui dépasse l'Europe. Parce qu'on déplace le problème. Alors pour vous, l'autre priorité, c'est la lutte contre le dégazage sauvage. C'est presque une pollution chronique, dites-vous.
Oui, quand on additionne les pollutions de l'Erika du Prestige, c'est à peu près 10% de ce qui est déversé avec les dégazages sauvages dans les océans. Et aujourd'hui, quand sur 100 bateaux qui sont pris, entre guillemets, qui dégazent de manière sauvage et illégale, 10 sont pris la main dans le sac et un seul condamné, avec des amendes qui n'ont rien à voir, qui quelquefois sont inférieures à le coût d'un dégazage à terre. Donc on voit que c'est surtout sur cette pollution chronique qu'il faut lutter, parce que l'Erika et le Prestige, c'est vrai, c'était des grosses affaires, des gros coups qui vont faire avancer la législation, mais cette pollution diffuse est beaucoup plus dangereuse en fin de compte pour l'environnement, pour la mer et le littoral. Merci beaucoup Christophe Priou. Le chancelier allemand Gerhard Schröder a exprimé ses condoléances aux proches des victimes de l'accident d'un car allemand en Hongrie. Un train a percuté l'autocar faisant 34 morts. La collision s'est produite à un passage à niveau à 100 km au sud-ouest de Budapest. Un motif de satisfaction pour les États-Unis. Dans le nord de l'Irak, les Américains viennent de retrouver un camion qui pourrait avoir été utilisé pour la production d'armes biologiques. En tout cas, il ressemble beaucoup au laboratoire ambulant décrit par Colin Powell en février dernier devant l'ONU. Correspondance Étienne Lénard. Voici la seule image existante de ce fameux camion retrouvé par les Américains dans le nord de l'Irak. Au mois de février dernier, devant un conseil de l'ONU dubitatif, Colin Powell avait présenté au monde les preuves que Saddam Hussein poursuivait un programme destiné à fabriquer des armes de destruction massive. Et parmi ces preuves, ces laboratoires ambulants, dont les Américains affirment avoir récupéré un exemplaire sur lequel ils vont entreprendre des tests approfondis. Jusqu'ici, nous avons pris des échantillons que sur les parties apparentes du camion. Nous allons faire des tests de façon beaucoup plus précise et complète. Depuis qu'ils contrôlent l'Irak, les Américains tentent de retrouver les sites sur lesquels seraient cachées ou entreposées des armes interdites. 600 experts sont à l'ouvrage, jusqu'ici sans résultat probant, malgré plusieurs alertes. Un certain embarras devient perceptible, mais le ministre américain de la Défense préfère tourner l'affaire en dérision. Malgré nos efforts, certains pays vont à tous les coups affirmer que les États-Unis vont eux-mêmes cacher des armes interdites en Irak. On a déjà vu ça. Souvenons-nous de ce ministre irakien de l'information à Bagdad. Les autorités américaines continuent d'affirmer que l'on finira bien par trouver quelque chose. La détention par le régime de Saddam Hussein d'armes de destruction massive reste aujourd'hui encore la raison officielle avancée par les États-Unis pour justifier l'intervention militaire en Irak. Pascal Golomer, bonsoir, vous êtes en duplex de New York. Les États-Unis ont annoncé hier qu'ils levaient leurs propres sanctions économiques contre l'Irak. Ils vont déposer demain une résolution au Conseil de sécurité de l'ONU. Est-ce qu'on s'oriente vers une levée totale des sanctions ? En tout cas, c'est ce que souhaite le président Bush et toute son administration, mais autant il était facile pour les Américains de lever les sanctions qu'ils avaient prises eux-mêmes contre l'Irak en 1990, autant il sera délicat pour eux d'obtenir le soutien de tout le Conseil de sécurité pour supprimer la panoplie de sanctions et de restrictions adoptées à l'ONU depuis 13 ans. Alors vous l'avez dit, les Américains déposeront un projet de résolution officiellement demain, mais le texte circule déjà dans les différentes capitales et le texte fera l'objet d'intenses négociations dans les prochains jours, parce qu'au-delà de la levée des sanctions, d'autres questions se posent. Qui notamment contrôlera les revenus générés par la vente du pétrole irakien? Et puis quel rôle les Américains sont-ils prêts à donner à l'ONU, aux inspecteurs en désarmement et aux autres organisations internationales? Ce sont des points sur lesquels les Français, les Allemands et les Russes notamment ne sont pas prêts à n'importe quel compromis. Alors justement, quel pourra être le rôle de l'ONU dans la reconstruction de l'Irak? Un rôle important ou finalement secondaire? De nombreux diplomates ici à New York craignent en fait que l'ONU soit marginalisée, mise à l'écart dans le processus de reconstruction. Colin Powell, le chef du département d'État américain, a répété hier, après avoir rendu visite à Kofi Annan, qu'il voulait donner un rôle vital à l'ONU. Un rôle vital mais pas central comme le souhaiteraient les Français. Et l'on sait que ça signifie en fait cantonner l'ONU à des tâches humanitaires, rien de plus. Et la réunion tenue en grand secret aujourd'hui à Londres une quinzaine de représentants de pays autour des États-Unis et des Britanniques pour constituer une force en fait d'interposition en Irak qui serait une première et plutôt de mauvais augure, et beaucoup de monde à l'ONU est très inquiet ce soir. Merci Pascal pour cet éclairage. Le scandale du sang contaminé ressurgit là où on ne l'attendait pas forcément, en Irak, à Bagdad. Plusieurs médecins estiment que la livraison de sang français dans les années 80 a été fatale à de nombreux hémophiles irakiens. Reportage de nos envoyés spéciales Martine Laroche-Joubert, Nathalie Gallet. Un hôpital-prison.
complètement pillé après la guerre. Son directeur constate les dégâts, plus de matériel, plus de médicaments, plus de malades non plus, ils se sont enfuis. C'est ici qu'étaient enfermés des patients atteints de sida, isolés sous très haute surveillance. Des pestiférés. Le sida était une maladie honteuse sous le régime de Saddam Hussein, peu de cas officiellement déclarés. Nous avions des relations normales avec les malades, mais nous étions obligés d'obéir aux ordres et de faire garder ceux qui avaient le sida par des policiers. Ces malades enfermés étaient des hémophiles, qui avaient contracté le sida par transfusion sanguine. Le directeur de l'hôpital accuse les laboratoires français. La plupart des malades a été contaminés par du sang importé de France dans les années 80. Au ministère de la Santé, nous avons des documents et des preuves. Un début de preuve. Nous sommes avec un médecin de la Banque du Sang. Il nous présente un reçu du 8 avril 1985, avant l'interdiction d'exporter. L'achat de produits sanguins pour hémophiles au laboratoire Mérieux. À l'époque, le ministère de la Santé irakien ne testait pas les médicaments venant de France. Ce médicament fait partie des lots contaminés. Wissam est l'un de ces hémophiles malades du sida. Aujourd'hui, il se soigne lui-même. Quand on m'a envoyé à l'hôpital, j'y suis resté 4 ans, sans sortir. Ma mère venait me voir. Après, j'ai su que j'avais le sida. Wissam ne prend pas les médicaments occidentaux qui pourraient lui sauver la vie. On ne les trouve pas ici. Il reste encore prisonnier de sa maladie. Et un mois après la chute du régime de Saddam Hussein, l'économie irakienne peine à redémarrer en raison d'un climat d'insécurité et de criminalité. Dans le port de Fao, à la frontière irako-iranienne, les pêcheurs sont livrés à eux-mêmes. Ils doivent apprendre à s'organiser, comme nous le montre ce reportage de Dominique Derda et Jean-François Monnier. Dans les eaux boueuses du Châtel arabe, chacun navigue de son côté. Les Irakiens le long de la rive droite, les Iraniens de l'autre. À l'embouchure du fleuve, les innombrables épaves datant de la guerre Iran-Irak rappellent à ceux qui pourraient en douter qu'avec ou sans Saddam Hussein, les relations entre les deux pays restent tendues. Nuit et jour, les gardes iraniens ont l'œil et le fusil braqués sur toute embarcation qui oserait franchir l'invisible frontière. Mieux vaut ne pas s'y risquer. Depuis la chute du régime irakien, les incidents se multiplient. Côté irakien, il n'y a rien à craindre, mais les Iraniens, parfois, ils nous tirent dessus. La semaine passée, ils ont abattu 6 des nôtres. Pour les petits pêcheurs, abandonnés à leur destin par les forces irakiennes qui se sont volatilisées au premier jour de l'offensive américaine et britannique, la vie n'a guère changé. Toujours aussi dur de gagner son pain. Sincèrement, dit celui-ci, on s'en fiche que ce soit les États-Unis ou qui que ce soit d'autre qui nous dirigent désormais. Tout ce qu'on veut, c'est qu'on nous laisse pêcher tranquille. Qu'on soit libre, oui. Fao, à l'extrême sud du pays, est l'unique port de pêche d'Irak. On y vient de partout et souvent de très loin acheter du poisson. Jadis, ici, tout était réglementé, contrôlé par les agents assermentés et souvent corruptibles des ministères du Commerce et de la Santé. Eux aussi sont partis, tout comme les soldats. Fao aujourd'hui est un port autonome où tout s'achète et tout se vend de gré à gré, sans taxes et sans licence. Les cours à la criée ont plus que doublé en quelques semaines et les marchands sur les étals de Bagdad ou d'ailleurs ne manqueront pas d'inclure dans le prix du merlan le salaire de la peur. À mon dernier voyage, le conducteur d'un bus qui venait en sens inverse m'a prévenu que des pillards un peu plus loin rançonnaient les voitures. Je me suis arrêté à côté d'un checkpoint américain et j'ai attendu que ça s'arrange. Avec la disparition de Saddam Hussein et du parti Baas, c'est toute la structure politique, militaire et aussi économique de l'Irak qui s'est effondrée. En attendant la formation d'un nouveau gouvernement et la remise en route de l'industrie pétrolière, les Irakiens en sont réduits à une économie de subsistance. Et ne manquez pas ce soir d'envoyer spécial un document exceptionnel sur la guerre en Irak. Pendant plus d'un mois, Diego Buñuel a suivi un groupe de 4 Marines dans leur avancée vers Bagdad. Voici un extrait. Mohamed, Max, Andriy et Stenbrook font partie des affaires civiles. Leur mission pendant un mois, aller au contact des populations que va rencontrer le convoi. Bref, arrondir les angles. Au 3e jour de route, le convoi est bloqué par une tempête de sable et par les premiers combats. Le commandant est déjà sans nouvelles de 2 de ses hommes, Max et Andriy. Adjudant! Ils sont partis où? Ils sont partis se battre.
Mais non. Si, je les ai vus courir là-bas, ils tiraient. Mes gars? Non, pas les miens. Eux, ils tirent pas. Si, ils sont partis par là-bas. Eh, t'évites de me tirer dessus, hein. Rappliquez! Revenez, bordel! Il est où, Max? C'est le deuxième à gauche. Vous êtes complètement taré ou quoi? Le deuxième à gauche de quoi? Des gars d'un blindé nous ont dit qu'ils ont vu des têtes sortir du sol. Alors l'adjudant est parti en reconnaissance. Putain, tu me refais plus jamais un coup comme ça jusqu'à la fin de la guerre, compris? Sinon je te bute moi-même. Une déclaration importante sur la longue route vers la paix au Proche-Orient. Ariel Sharon, le Premier ministre israélien, se dit prêt ce soir, je cite, à des négociations de paix avec la Syrie sans conditions préalables. Demain, 9 mai, ce sera la journée de l'Europe, des Européens plutôt mal à l'aise avec les langues étrangères. Ils sont 58% à se dire incapables de parler une autre langue que la leur. La France est en milieu de tableau. Et puis c'est bien connu, plus on commence tard, plus l'apprentissage est difficile. Jean-Paul Chapelle, Yannick Aroussi. Dans ce cours privé, on apprend l'anglais pour 50 € de l'heure. Pour ces stagiaires, maîtriser une langue étrangère, c'est d'abord un atout supplémentaire pour trouver un emploi. Réceptionniste, la restauration, l'hôtellerie, tout, les aéroports, tout demande l'anglais, minimum. Un minimum inaccessible pour la majorité des Européens. 58% se disent incapables de parler une langue étrangère, les Français sont dans la moyenne. Encore plus médiocre, 73% des Britanniques qui se contentent de leur langue maternelle. Et les habitants du Sud comme l'Espagne ou le Portugal. En revanche, on trouve les bons élèves au Nord, seulement 17% des Suédois ne parlent pas une langue étrangère. Ça me gêne pas. Oui, vous n'en avez pas besoin en fait. Vous n'avez pas besoin, non. Ceux qui ont besoin d'apprendre une langue ont fait le succès des méthodes à base de disques ou de cassettes. Le chiffre d'affaires de cette société a encore augmenté de plus de 20% l'an dernier. I speak English very well. Et en fait, on se moque de nous avec notre accent. Les jeunes sont meilleurs linguistes que leurs parents et pour beaucoup, le déclic passe par un voyage à l'étranger. Pourquoi est-ce que j'ai appris correctement l'anglais et l'espagnol? C'est en allant dans le pays, tout seul ou quasiment tout seul, et de parler avec les gens. Ensuite, j'ai connu Béatrice, ma fiancée, et donc ensemble, une Française qui donc a pu me dévoiler tous les secrets de la langue. Apprendre une langue étrangère, on n'a encore rien trouvé de mieux pour rapprocher les peuples. Un très violent orage de grêle s'est abattu hier soir dans les secteurs d'Angoulême, Jarnac et Cognac. Une cinquantaine d'interventions essentiellement pour des caves inondées et des arbres abattus. Et puis, toujours hier soir, un orage s'est abattu sur le village de Jarret, près de Lourdes, dans les Hautes-Pyrénées. Des pluies torrentielles qui ont entraîné une coulée de boue. Une dizaine de voitures ont été emportées. On pouvait mesurer jusqu'à 1 mètre d'eau au centre du village. Le décès lundi dernier d'un petit garçon noyé dans la piscine de ses parents nous rappelle les dangers qui guettent les enfants. Certes, la vigilance a déjà permis de diminuer le nombre des victimes de moins de 6 ans. Elles étaient 32 en 2000, 23 en 2001 et 14 en 2002. En janvier prochain, une loi rendra obligatoire l'installation de barrières de sécurité, même chez les particuliers. Reportage Didier Guyot, Philippe Évêque. L'image semble idyllique. Rémi, 10 mois, barbotant dans la piscine de ses parents avec son frère Thomas. C'est la piscine plaisir en toute sécurité pour les enfants. Tout autour, une barrière de protection. En quelques secondes, un drame peut arriver. Un instant d'inattention et c'est la chute. Des enfants qui se noient. Une barrière semblait nécessaire. On n'est pas censé être en permanence au bord de la piscine à les surveiller. D'autant plus le jour où il y a du monde, les enfants s'ébattent au bord de la piscine et là, et souvent, par manque de surveillance, il peut se produire un accident. On les assemble les uns aux autres, la structure, les poteaux donnent une rigidité à l'ensemble et ça se ferme très simplement, comme ça, avec un petit loquet de sécurité. Coût de l'investissement, quelques 1000 €. Il existe d'autres systèmes, comme des volets roulants, des bâches ou encore des rayons laser qui alertent quand il y a une chute. Des systèmes obligatoires à partir du 1er janvier 2004, en 2006 pour les piscines construites avant.
De la même manière que vous prenez une voiture parce que c'est pratique, on l'utilise, il faut savoir qu'il faut s'attacher, pour la piscine c'est la même chose. Pour que ça reste un plaisir, il faut savoir être préventif et limiter les risques. En Australie et aux États-Unis, les barrières sont obligatoires pour tout propriétaire de piscine. Et depuis l'instauration de cette mesure, accidents et noyades sont de plus en plus rares. Depuis un mois, le code de la route a été modifié et les excès de vitesse sont plus sévèrement sanctionnés. Concrètement, si vous roulez à 30 km/h au-dessus de la vitesse autorisée, vous êtes en délit de grande vitesse. Explication sur le terrain, Anne Guéry, François-Julien Piednoir et Alexandra Renard. Véhicule gris, 115 km/h reçu. Et bien reçu pour la véhicule grise à 115 km/h. 115 km/h au lieu de 90, ça s'appelle un excès de vitesse. Un sport national pour 60% des Français, celui-ci ne fait pas exception et comme de bien entendu, en toute mauvaise foi. 109 km/h. Je suis pas trop au-dessus encore, ça va. Vous entrez dans la première catégorie, c'est-à-dire que vous aurez une amende forfaitaire de 135 €. Ah quand même? Oui. Je pense que c'est du pipeau, ça veut rien dire. Vous avez des gens qui sont dangereux à 60 à l'heure. Depuis le 1er avril, dans le code de la route, l'automobiliste dangereux, c'est celui qui roule à 30 km/h au-delà de la vitesse autorisée. Il encourt désormais l'amende de 135 € actuellement en vigueur, mais aussi une suspension de son permis de conduire pendant 3 ans, des sanctions plus rudes pour une infraction trop courante. Entre 30 et 40, je dirais que ça représente environ 70% des infractions vitesse qu'on relève. Quant aux récidivistes, ils n'ont qu'à bien se tenir pendant au moins 3 ans au lieu d'une année jusqu'à présent. Si dans cette période, ils persistent à rouler trop vite, ils risquent 3 mois de prison, 6 points en moins et une amende de 3 750 €. Le volant des voitures tel que nous le connaissons aujourd'hui devrait disparaître d'ici une dizaine d'années. Une petite révolution technologique se prépare. Regardez, Luc Bazizin et Claude Barnier ont déjà pu tester un prototype sur circuit. Bienvenue à bord du futur. Ce prototype unique embarque à son bord une technologie qui devrait voir le jour d'ici 10 ans. La Citroën C-Crosser, c'est son nom, se conduit sans les pieds. Toutes les commandes se font du bout des doigts. Pour accélérer ou freiner, il suffit d'actionner ses poignets, un peu comme sur une moto. En fait, derrière ces manettes, il n'y a plus de colonne de direction. Toutes les liaisons mécaniques ont disparu. Un calculateur les remplace et envoie une impulsion électrique vers les roues pour les diriger. Il ne s'agit pas d'un gadget, mais d'un système utile à la sécurité. En cas de crash, comme il n'y a plus de colonne de direction, l'ensemble ne peut plus rentrer à l'intérieur de l'habitacle et blesser le conducteur. Un deuxième intérêt en termes de sécurité active, il est possible de superposer des commandes par le calculateur aux commandes du conducteur pour corriger par exemple une situation de survirage, de sous-virage, un dévers, un vent latéral, une adhérence différentielle. Une stabilité d'autant plus facilitée par les roues qui peuvent tourner à l'avant comme à l'arrière. Moins de mécanique, plus d'électronique, une voie vers laquelle tous les constructeurs se lancent. Dans ce prototype de General Motors, cette fois, les commandes sont mobiles. L'imagination semble décidément sans limite, la difficulté de l'automobiliste de demain, apprendre une nouvelle façon de conduire. Des éoliennes qui soufflent la discorde dans un village de la Manche. L'implantation de 6 éoliennes n'est pas du goût de tout le monde dans la petite commune de Clitourps. Agnès Monteux, Frédéric Faure. Clitour, un petit village autrefois paisible du Cotentin où la zizanie s'est installée. 144 âmes et presque autant de panneaux de protestation, le village se déchire autour d'un projet d'éolienne sur leur commune. Il y a des familles qui sont là depuis plusieurs siècles. Là, c'est la guerre, quoi. Leur cauchemar, le voici. 6 éoliennes de 60 mètres de haut en plein milieu de leur bocage. L'un des opposants nous emmène au pied d'une des futures éoliennes, à 600 mètres seulement des premières maisons. On demande, nous, 1 km. Pour le bruit, puisqu'on va être sous le vent. Pour la vue, puisque vous voyez très bien qu'on voit une personne debout dans sa porte là-bas. Pour nous, c'est pas supportable. La plus angoissée, c'est cette propriétaire. Avec 4 éoliennes autour de son jardin, elle est sûre que son petit paradis deviendrait un enfer. La maison est sinistrée. Vous avez vu la propriété, elle ne vaudra plus rien. Au cœur de cette tempête, le maire, lui, il porte le projet, moins par souci écologique que pour l'argent, pour récupérer la taxe professionnelle que lui verserait EDF. C'est une opportunité parmi tant d'autres. Une entreprise serait venue sur la commune pour pouvoir s'installer, on aurait fait la même chose. Depuis quelques semaines, une enquête publique est ouverte.
À la mairie, l'ambiance est houleuse. Mais cette polémique n'étonne pas le commissaire enquêteur. Ni l'auteur, tout le monde est d'accord sur le principe des éoliennes. Où c'est qu'on n'est plus d'accord, c'est sur leur position. Bref, tout le monde préférait les voir ailleurs que chez soi. Le préfet tranchera dans 1 mois et demi. D'ici là, le village ne connaîtra pas la paix. Voilà, et on dit bien clitour. Un mot de science avec cette découverte de chercheurs britanniques. Les poissons seraient sensibles à la douleur et notamment à la déchirure des hameçons des pêcheurs. Laurence Decherf, Marie Cazot. Ce n'est pas parce qu'il est muet comme une carpe que le poisson ne souffre pas. Silencieusement, il ressent la douleur. Les pêcheurs assument et n'essaient pas pour autant de noyer le poisson. Cette nouvelle preuve scientifique ne les étonne guère. Sans quelque chose, ça c'est sûr. Hein. Et comme nous, quand on se pique... Hein. Ça dépend comment il est piqué. C'est-à-dire? S'il est piqué au bord, je pense qu'il ressent rien. Et alors s'il a dans la chaussette, ce qu'on appelle la chaussette, un peu dans la gorge pour nous, et ben, je pense qu'il peut mourir, quoi. Ouais. On le décroche, si on le garde, on le tue pour pas qu'il souffre. Si on le garde pas, on le remet à l'eau. Et il repart sans problème. Les chercheurs britanniques viennent de mettre en évidence sur des truites l'existence de récepteurs dans leur système nerveux. Quand du venin ou de l'acide acétique est injecté dans les lèvres de ce poisson, il tangue, s'agite et se frotte aux parois. Nous avons trouvé que le poisson avait les mêmes nerfs que les mammifères et les humains pour détecter la douleur et que leur comportement était modifié pendant une longue période, ce qui suggère souffrance et malaise. Plus fragile que la peau humaine, la peau du poisson est donc plus sensible. Il réagit plus vite à la douleur que l'homme. Une étude qui donnera sûrement des arguments aux défenseurs des animaux et du fil à retordre aux pêcheurs. Au départ de la 2e étape des 4 jours de Dunkerque cycliste, tous les concurrents portent le casque. Et c'est une première dans l'histoire du cyclisme. Jusqu'alors, elle était simplement recommandée. Le port du casque est aujourd'hui obligatoire pour tous les coureurs professionnels. Cette décision de l'Union cycliste internationale intervient un peu moins de 2 mois après le décès du coureur kazakh Andrei Kivilev. Quand on évoque les personnages de Don Camillo, d'Ignace, on pense bien sûr tout de suite à Fernandel. L'acteur marseillais aurait eu 100 ans aujourd'hui. Portrait d'un tendre comique, Pascal Deschamps, Bernard Puissesseau. Mais est-ce que tout va bien dans un film? Jamais. Rarement. Mais on a ça, heureusement. Ça fait passer, oui. Ce qui prouve que je suis un grand acteur, disait Fernandel, c'est que j'ai donné la réplique au plus grand partenaire, Dieu, dans les Don Camillo, et une vache, Marguerite de La Vache et le Prisonnier. Le public ne s'y est pas trompé qui fit de ces 2 films ses plus grands succès. Fernand Contandin commença à Marseille, comme vedette de music-hall, tout en travaillant la journée. C'était l'après-guerre, on voulait rigoler, le cinéma parlant les imposa bien vite, lui et sa drôle de trombine. On a toujours dit Fernandel a une gueule un peu spéciale, n'est-ce pas? Or, je me suis arrangé avec l'âge. Étant plus jeune, vraiment, j'avais cette figure chevaline dont parlaient si souvent les journalistes. Je pris un homard sauce tomate, il avait du poil aux pattes, félicite. Oh si, puis une sorte de plat aux nouilles, on aurait dit une andouille, félicite. J'étais un comique, c'est Pagnol qui fit de moi un acteur, disait-il aussi. Pagnol, l'ami de 30 ans, 5 films et des tournages mémorables. J'ai joué au boule le matin, après on déjeunait, le petit déjeuner, je vous parle, vers 8 heures. On rejouait au boule, le déjeuner à 1 heure, et on disait, M. Pagnol, c'est prêt. Il dit, le travail d'abord, l'amusement ensuite. On finissait le jeu au boule et je tournais pas. Outre la pétanque, dans la vie de ce Marseillais pur et dur, il y avait une autre occupation sacrée. Mon grand-père, il aimait beaucoup la pêche, il était presque professionnel d'ailleurs, mais il savait pas nager. Mais ça l'empêchait pas de sortir par des mers absolument démontées, quoi. En plus, il allait à la pêche toujours en costume. Si jamais il y avait un poisson qui sortait la tête de l'eau, qui lui disait « Bonjour Fernandel, vous allez bien ?» Bon, il lui aurait fait un autographe. Et pourtant, son meilleur ami fut bien un gars du Nord, Gabin, avec qui il produisit la Gingras, histoire de tourner ensemble. Il y a 1 heure qu'on attend, là. On est prêt, regardez. Dites donc, je vais tout régler. Oui, mais vous n'avez pas l'air de réaliser. Et vous sommes les producteurs, non? Vous êtes les producteurs, mais ça n'empêche que je vous attends pour tourner. Et vous ne foutez rien, là. Lui, par exemple, il est l'optimisme même, et moi, je suis plutôt le pessimisme même. Alors, à nous deux, ça fait une moyenne. Fernandel passait son peu de temps libre à Carry-le-Rouet. Il était bien normal qu'il y eût une rue, que dis-je une avenue, tel un mythe vivant. Moi, Fernandel, je ne dois pas commettre une mauvaise action, car les gens, en sortant,
qui sont pris par le personnage que j'incarne, on dirait, j'aurais jamais cru ça de lui. Et puis, Je ne dois pas mourir non plus. ça, il ne vous le pardonnerait pas. C'est moi surtout qui le craindrais. Fernandel s'éteint pourtant un jour de février 71. Une foule d'anonymes accompagna le cortège. Rares sont les acteurs qui, comme lui, peuvent faire rire ou émouvoir les générations, l'une après l'autre. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo, Nathalie Rué. 20h55, envoyé spécial présenté par Françoise Joly. Document exceptionnel sur la guerre en Irak. 1h10, le dernier journal, Jean-Claude Renaud. Demain, dans les 4 vérités, Françoise Laborde recevra Catherine Angelet, présidente de l'association Par un par mille. On se quitte sur ces images. Carnet rose, image de la naissance du prince héritier du Maroc, premier fils de l'actuel roi Mohamed VI. Des centaines de personnes se sont rassemblées devant l'entrée du palais royal de Rabat pour saluer cette naissance. Bonsoir, à bientôt.